Ouais, je me présente, je suis Harlemi, je travaille chez Postman depuis maintenant 6 ans sur différents rôles. J'ai fait Developer Relations, etc. Et là, ça fait 2 ans que je suis sur la partie ingénierie et avant-vente. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de, effectivement, pas d'IA sans API de qualité. Donc vous avez sûrement vu la keynote, on a déjà parlé un peu de MCP, de comment ça se passe. Il y a des choses qui vont se répéter un tout petit peu, mais pas trop. Nous, on va vraiment se focus sur qu'est-ce que ça change sur le design de vos API et sur comment vous devez penser à vos API avec un cas d'usage réel, etc. Mais pour commencer, je vais parler d'un comic que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement déjà, que vous avez déjà vu dans certains cas, qui parle des standards qui sont en compétition entre eux et comment ils prolifèrent, comment ils se déploient. Donc en général, on a une situation où on a un certain nombre de standards qui sont déjà là. Quelqu'un se dit c'est impossible qu'il y ait autant de standards, il faut que j'en crée un seul et c'est lui qui va être universel. Et puis on se retrouve avec un autre standard en plus. Ça date de 2011. Donc ça fait 14 ans que ce comic a été créé et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais pour le cas de MCP, j'espère, et on est beaucoup, je pense, dans la communauté à espérer que ça va être un peu différent. Donc pour commencer, je vais vous parler un peu de pourquoi MCP, on considère que c'est l'adaptateur universel qui nous aidera à connecter nos API existantes à l'IA. Donc, pour commencer, commençons par ce qu'est réellement MCP. Donc pareil, on en a eu une petite présentation ce matin. Le MCP pour Model Context Protocol, donc protocole de contexte de modèle. C'est un protocole ouvert qui décide comment les IA communiquent entre elles, comment les agents vont être capables de communiquer entre eux et aussi comment on va pouvoir rajouter des outils à nos agents existants. Donc vous pouvez le voir, là je l'ai mis en petit, mais nous on a pris l'analogie, c'est un peu l'USB-C de l'intégration d'IA. Vous avez tous connu un peu l'évolution des câbles et toutes les petites boîtes à câbles qu'on a toujours eu parce qu'on avait besoin d'un câble différent pour brancher plein de différents trucs, que ce soit un HDMI pour brancher un écran, un USB type A, un USB type C, un Lightning pour son iPod, etc. Et puis depuis quelques années maintenant, et on l'a vu aussi avec Apple qui a été forcé à utiliser l'USB-C, on a cet USB-C qui est maintenant un peu le de facto standard pour tout ce qui est interconnexion. Donc maintenant, on a un peu la même chose avec les modèles d'IA, où jusqu'aujourd'hui, ou jusqu'il y a quelques mois, jusqu'à ce que MCP soit un peu prenne de l'ampleur, tous les développeurs qui voulaient travailler avec des modèles d'IA devaient avoir un développement différent, une interconnexion différente avec chacun de ces modèles. Et donc ça, déjà, c'était chronophage, hein, et on verra ça un peu plus tard aussi. Et ça créait un vendor lock-in. Donc forcément, si je travaille principalement avec ChatGPT, je vais créer des développements spécifiques pour ChatGPT, je ne vais pas pouvoir passer ça sur Copilot, sur Gemini, etc. Donc, tout comme USB-C permettait de connecter d'innombrables appareils avec un seul standard, on a la même chose maintenant avec MCP, ou en tout cas, c'est le but, c'est d'avoir MCP comme standard universel entre tous les modèles d'IA et le monde numérique. Donc, quel que soit le moyen dont vous voulez l'utiliser. Donc, on peut construire une connexion une seule fois et la réutiliser avec n'importe quel appareil compatible, n'importe quel modèle compatible. Donc, si on regarde un peu plus en détail MCP et les types de capacités qu'ils ont. Donc il y en a 3 qui ont chacune un but spécifique. Les premières, c'est les ressources. Les ressources, c'est à quoi ce modèle a accès. Donc c'est les données auxquelles ce modèle d'IA va pouvoir accéder, comme des documents, des bases de données ou des réponses d'API. Et c'est un peu sur ça que nous, on va se pencher. Donc, par exemple, c'est-à-dire si on le met dans un cas réel, au lieu d'utiliser, si vous utilisez Gemini ou Claude AI et vous lui demandez, en copiant-collant votre résultat trimestriel du trimestre précédent, aidez-moi à comprendre mon rapport trimestriel. Là, comme c'est accessible via un modèle, je peux juste directement lui demander lis mon rapport de vente et fais-moi un rapport. Et il peut directement y accéder via MCP. Donc ça, c'est les ressources. Derrière, on a les outils. Donc, c'est des actions que ce modèle d'IA peut effectuer avec notre permission. Si vous avez déjà utilisé des serveurs MCP sur Claude, par exemple, chaque fois que vous voulez rajouter un outil, il y a toujours un prompt qui va vous dire « Êtes-vous sûr de vouloir utiliser cet outil ?» Donc voilà, ça c'est toujours avec une permission, c'est pas accès à tout par défaut. Donc c'est essentiellement de l'exécution de code ou d'API, donc d'appel API en votre nom. Donc là, pareil, si on prend l'exemple d'un cas réel, c'est-à-dire si vous appelez un modèle qui n'a pas accès à un modèle de météo, vous allez lui dire « Donne-moi la météo », il va juste vous dire « Je ne suis pas capable de faire ça ». Si vous lui donnez l'accès à un outil météo, il va pouvoir appeler cet outil directement et vous donner cette réponse. Donc encore une fois, en utilisant ce protocole MCP. Et le dernier, c'est les prompts. Donc ça, c'est n'importe quel LLM, n'importe quel modèle, et en général préfacé avec un prompt général qui va lui dire comment il doit se débrouiller. C'est un peu une personnalité préconfigurée pour un modèle.
Donc par exemple, on va lui dire, toi par exemple comme modèle, tu dois t'exprimer comme si tu t'adressais à des enfants de maternelle, de niveau CP, etc. Ou alors comme un professeur de mathématiques, etc. Donc un peu pour le personnifier en fonction de ce qu'il doit faire. Donc tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vient résoudre? Pourquoi c'est si important? On va prendre un scénario réel et c'est là où, si vous étiez à la keynote de ce matin, ça va sûrement vous parler un peu. On va prendre l'exemple de Lily, qui est chef de produit, product manager, et qui travaille avec plein d'outils sur tous ses projets. Donc là, on peut voir, il y a Confluence, Jira, Figma, GitHub, Slack. C'est sûrement le cas de beaucoup de vous aujourd'hui, où dans votre travail au jour le jour, vous jonglez avec beaucoup d'outils. Et peut-être que vous avez essayé d'utiliser un modèle IA pour vous aider. Donc le problème jusqu'à aujourd'hui, sans MCP, c'est qu'on a vite un problème où on a besoin d'avoir un modèle d'IA pour chaque système ou pour se connecter à chaque service. Donc dès qu'il y a une nouvelle intégration, on doit faire, soit on s'enfonce dans un écosystème, soit on doit faire une nouvelle intégration. Donc c'est une nouvelle intégration sur mesure, beaucoup de temps de développement. Ou encore une fois, si on s'enfonce sur un seul, c'est du vendor lock-in. On va juste full Confluence ou full GitHub, etc. Donc ça c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est si on veut juste changer de modèle, qui est quelque chose d'assez commun. Si vous regardez un peu ChatGPT, ils relisent des GPT-4, des GPT-4o, Mini, etc. assez fréquemment. Et ben, dans ce modèle-là, modèle dans un autre contexte, on a aussi le problème qu'on doit repartir de zéro. Il faut recréer l'intégration, s'il y a des choses qui sont différentes. Donc c'est un coût énorme, tout simplement, en temps utilisateur, en temps développeur. Et c'est un frein à l'innovation. Ouais, on a beaucoup de temps qui est perdu à faire ça. Donc les équipes souvent juste restent bloquées, décident de garder une solution suboptimale, juste parce que c'est beaucoup de temps perdu. Dans un monde avec MCP, donc c'est là où ce que MCP vient résoudre, on a un seul modèle qui va être capable, lui, d'interagir avec ses autres agents ou ses autres outils. Donc ça va être les outils qui lui sont mis à disposition. Donc les updates se rédigent d'elles-mêmes. On peut envoyer un prompt pour juste demander quelle est la dernière mise à jour qui a été faite sur Jira. Et ben, l'outil, l'agent va être capable d'aller récupérer directement les informations de Jira. Dès qu'on a un nouvel outil qui apparaît, donc là si on veut rajouter par exemple d'ailleurs Jira a disparu, non, Confluence a disparu, donc on peut le rajouter. On a juste, encore une fois, je vous ferai une petite démo de ça quand même pour montrer ce que ça représente, à le plugger sur notre MCP et on y a accès. Donc ça c'est bien beau, mais on en vient un peu au sujet de ce talk maintenant, c'est que pour que ça marche dans le meilleur des mondes, il faut des API qui sont bien documentées, qui sont de qualité. Parce qu'au final, toutes ces interactions se font via des API. Donc, regardons les API à l'ère du MCP. Nous, on a, avec Postman, je ne sais pas si vous avez regardé les années précédentes ou encore cette année, on a un report qu'on fait tous les ans, qui s'appelle le State of the API Report, où on interroge des dizaines de milliers de personnes sur comment ils utilisent les API, ce qui se passe dans leur domaine, dans leur boîte, etc. Et on a reconnu un changement massif cette dernière année, c'est que 74% des organisations, en tout cas que nous on questionne, se considèrent maintenant API first. Donc commencent par penser à leurs API, les designer et ensuite les développent. Et on a d'autres chiffres qui en ressortent aussi. C'est que les API, donc une API comme un produit, si on pense à Twilio, Vonage, toutes ces boîtes-là qui ont des API comme produits, génèrent des revenus pour 62% des entreprises. Et au-delà de ça, pour 21% des entreprises, les API génèrent 3/4 de leurs revenus, donc 75% de leurs revenus. Donc, si une entreprise, donc si on revient sur le dernier chiffre, une entreprise sur 5 dépend déjà des API pour les 3/4 de ses revenus, dans l'économie actuelle, qu'est-ce que ça va devenir quand ça va être l'IA des agents qui deviennent vos clients de vos API? Donc c'est à ça vraiment qu'il faut commencer à penser. Comment on rend nos API facilement consommables par des modèles, plutôt que par des développeurs ou par des utilisateurs. Quand c'est eux qui vont être leurs plus gros consommateurs, la valeur va être exponentiellement plus grande. Donc pour commencer, je vais commencer à regarder les différents protocoles. L'idée, c'est pas de vous donner exactement ce protocole-là, c'est celui que vous devez utiliser. On va juste les regarder un par un et voir quels avantages ils peuvent avoir vis-à-vis de l'utilisation d'un protocole par rapport à l'IA. Donc on ne veut pas abandonner ou réinventer quelque chose qui fonctionne déjà, juste comprendre ce qui se passe. Si on commence par REST, je pense que tout le monde le connaît ici et c'est un peu ce que j'ai mis là dans les 3 points. C'est
c'est omniprésent. REST, c'est la chose, le premier protocole qu'on apprend sûrement à l'université. Vous l'avez très certainement déjà dans votre stack à certains endroits. Il est très compris, donc en termes d'adoption, il est très facile à comprendre par les développeurs en interne ou en externe. Et le bénéfice pour le MCP, dans ce cas-là, c'est que c'est des patterns consistants qui facilitent la compréhension de votre domaine par les LLM. Ça veut dire que, comme tous les API REST sont en général designés de la même manière, et qu'il y a énormément de données de training là-dessus, un modèle d'IA va pouvoir comprendre assez rapidement comment les différentes API fonctionnent. Donc c'est idéal. Si vous avez un modèle, un serveur MCP qui est dédié à l'externe, qui doit être facilement compréhensible, où ça a besoin d'une large accessibilité. Dans ce cas, pas besoin de s'enlever de REST, pas besoin de commencer un nouveau protocole. Rendez juste vos API existantes, renforcez-les, rendez-les capables de fonctionner avec MCP sans rajouter une charge de travail significative ou un coût significatif. GraphQL est très intéressant, surtout pour le deuxième point, la partie introspection, parce que c'est un peu comme ça que les agents fonctionnent. Les agents sont capables d'auto-introspecter ce qu'ils font ou ce qu'un autre agent propose. Donc c'est vraiment quelque chose qui change la donne. GraphQL, donc c'est un peu le même principe que REST, mais on va pouvoir aller appeler des données spécifiques. C'est-à-dire que si j'appelle un endpoint qui est /membre, au lieu de récupérer toute la liste de membres, grâce au schéma et requêtes flexibles, je vais pouvoir lui demander juste les membres qui ont un âge supérieur à temps, par exemple. Donc je vais pouvoir aller directement faire des requêtes spécifiques sur les données qui sont retournées. Donc, comme c'est auto-documenté, via cette introspection, l'IA, elle, peut explorer plus facilement les fonctionnalités disponibles. Donc, par défaut, nous, quand on a regardé ça avec mes collègues, on s'est dit ça ressemble quand même à un des protocoles qui est le plus solide pour MCP, juste grâce à cette fonction d'introspection. Ça fonctionne parfaitement pour les serveurs en interne ou en externe, tout simplement parce que quand une IA peut explorer votre structure de données, elle peut formuler des requêtes spécifiques, et donc, encore une fois, on a un gain de temps, et elles deviennent considérablement plus capables sur les fonctionnalités qu'elles ont. Elles ont moins de questionnements à se faire. gRPC. Donc là, on est vraiment sur un protocole qui est fait pour les performances. Donc très haute performance, latence minimale et un typage très fort qui fournit aussi des informations claires sur le type de données. Ça, vous allez voir, ça fait déjà 2 fois que je le mentionne, mais ça va être un peu récurrent dans cette présentation. Être clair sur ce qu'on propose, ça permet aux agents IA de vraiment mieux interagir avec vos API. gRPC se distingue aussi parce que c'est une transmission binaire qui est efficace, encore une fois pour la haute performance. Et c'est souvent utilisé, et c'est aussi dans ce cas-là qu'on le recommande, pour la communication interne, donc de service à service en interne à votre entreprise. Donc si vous avez un modèle d'IA qui a besoin de traiter énormément de données, de faire des opérations qui sont assez gourmandes en ressources, etc., dans vos systèmes internes, gRPC va vous donner cette fiabilité ou performance requise. Donc, recommandation de ce côté-là, nous on recommande pour des services internes à internes qui demandent énormément de ressources. Dernier protocole que je vais approcher, c'est WebSocket. Donc, WebSocket, c'est aussi un protocole asynchrone qui est plus pour des besoins de temps réel. Donc là, si vous avez des applications type réactive, quelque chose se passe et je dois répondre, c'est un bon cas d'usage. Donc, WebSocket, il a une connexion constante, une connexion persistante qui élimine le besoin de tout le temps demander est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est simplement le serveur qui vous indique qu'il y a quelque chose de nouveau quand ça se passe. Communication bidirectionnelle, typiquement pour un cas de chat, de chatbot, c'est un cas d'usage assez fréquent. Et donc ça, pour le coup, on est valide sur, c'est autant interne qu'externe, mais plus sur le cas d'usage. Donc encore une fois, les applications où l'IA a besoin de surveiller ou de répondre à des événements certains au fur et à mesure qu'ils se produisent, donc du trading, des systèmes de surveillance, des outils collaboratifs. Si vous regardez un peu, si on regarde Confluence et leurs outils d'édition en direct, ou Google Doc ou des outils d'édition en direct, c'est souvent ce type de protocole qui est utilisé. Donc ça va être recommandé quand vous avez besoin d'un protocole qui comble l'espace entre l'interaction humaine et le temps réel des capacités de l'IA. Et donc, que retenir de cette partie avant qu'on passe vraiment sur la partie design d'API? Donc, pas besoin de choisir un seul protocole. Encore une fois, ça va dépendre de votre cas d'usage. REST, c'est une large compatibilité si vous voulez atteindre vraiment un grand public et si vous voulez avoir des facilités d'intégration pour que votre modèle d'IA soit facilement utilisable.
GraphQL pour permettre que le modèle d'IA puisse facilement introspecter et voir ce qu'il est capable avec ses API. gRPC, si c'est des modèles internes à internes qui doivent gérer énormément de données. Et WebSocket pour les interactions en temps réel. Donc, les qualités qui font le succès de l'intégration avec une API, d'une API avec les systèmes d'IA, sont assez différentes de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, quand on développait une API, on regardait un peu comment elle allait être comprise, qui allaient être les consommateurs, et peut-être avec un type de langage moins typé, plus formel, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Maintenant, on doit repenser et se concentrer sur certains principes de conception d'API. Donc, on va regarder qu'est-ce qui fait qu'une API est prête pour l'IA. Donc, il y a 4 points que je vais approcher. C'est les questions souvent qu'il faut se poser. Donc, la première, c'est s'assurer que les métadonnées que vous donnez, donc les données tierces que l'API donne, soient consommables par machine. Donc là, encore une fois, on va vouloir aller chercher des données de type JSON schema ou des choses comme ça. Une sémantique d'erreur riche, c'est-à-dire un message, quelque chose s'est mal passé, something went wrong. Ça, une IA ne peut pas en faire grand-chose. Donc on va aussi voir ça. Les capacités d'introspection, on en a parlé un peu avec GraphQL, mais même sans GraphQL, vous êtes capable de rajouter ça sur d'autres types de protocoles. Donc c'est vraiment histoire de communiquer à vos différents agents qui vont utiliser votre serveur MCP, ce que vous êtes capable de faire, qu'il n'ait pas besoin de l'inventer. Et des modèles de non consistants. Donc ça, je l'ai mis là, nommage uniforme, modèle de non consistant. Moi, ça fait plusieurs années que je fais des présentations sur le design d'API. Ça a toujours été dans mes présentations, donc ça, en vrai, que ce soit pour des agents IA ou pour des humains, je pense que c'est valable. Mais malheureusement, on n'y pense pas tout le temps. Donc, regardons chacun de ces points. Donc, si on regarde les métadonnées lisibles par machine, nous et un modèle d'IA, on va traiter les informations très, très différemment. Si moi, je lis ça, donc cet endpoint accepte un ID utilisateur et renvoie les préférences de l'utilisateur, je peux imaginer avec du contexte, avec peut-être l'endpoint que j'ai appelé, ou peut-être parce que j'étais en train d'utiliser ça, donc je peux me dire c'est sûrement une requête GET, ça avait un user ID et ça renvoie sûrement un JSON avec des paires clés-valeurs. Donc je peux inventer, prendre mon contexte pour déduire ces choses-là. Le modèle IA, lui, n'a pas accès à toutes ces données. C'est du contexte implicite qu'il ne peut pas savoir. Elle ne sait pas que les identifiants sont des UID, elle ne sait pas que les préférences sont renvoyées en JSON, etc. Donc, pour les IA, on va aller chercher ce type de métadonnées, donc qui est beaucoup plus long. Et ça vous parlera peut-être parce que ça ressemble beaucoup, et tout simplement parce que c'est une définition d'API. Mais on va avoir beaucoup plus d'informations. Et alors, petit aparté, si vous avez regardé quand ChatGPT a annoncé qu'ils allaient ouvrir leur écosystème, ce qu'ils demandaient, c'était de fournir un fichier OpenAPI. Donc un fichier comme ça qui vraiment décrit ce que fait l'API. On s'en fout d'avoir une documentation texte où je dis mon API va faire ceci, cela. Quelque chose comme ça, de la métadonnée qui est lisible par machine, est beaucoup plus intéressante. Donc, cette version, donc elle est prête pour l'IA parce qu'elle a un sens sémantique explicite. Donc vous pouvez voir les Operation ID, on sait ce que c'est, les descriptions, ça détaille exactement ce que ça fait, les types de paramètres, références de schémas, etc. Il n'y a pas besoin d'interprétation, il n'y a pas besoin de connaissance de contexte implicite, etc. Donc, c'est pourquoi ces définitions d'API, que ce soit OpenAPI ou une autre, si vous faites de l'ACK API, etc., sont très importantes pour l'intégration MCP parce qu'elle va permettre justement d'avoir des outils qui sont beaucoup plus compréhensibles. Donc si on expose encore une fois ce type de métadonnées via MCP, l'IA, elle peut prendre exactement les informations dont elle a besoin et elle saura comment utiliser votre API. Elle n'a pas besoin de plus d'informations que ça. Pour les sémantiques d'erreur, donc ça c'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si on a un peu cette erreur-là qui dit quelque chose s'est mal passé, something went wrong, moi en tant que développeur ou vous en tant que développeur, encore une fois, j'ai du contexte, je sais ce que j'appelle, je sais que c'est peut-être un problème de ID utilisateur, est-ce que j'ai bien formaté la requête, etc. Connaissance implicite, même problème. Le système DA, lui, il ne peut pas, encore une fois, juste savoir que l'ID utilisateur est mal formé, etc. Donc, sur le même principe, on va aller chercher des réponses d'erreur formatées pour qu'elles soient consommées par un modèle IA. Donc, elle dit explicitement, donc là ce que vous pouvez voir, ça dit explicitement ce qui s'est mal passé, mais ça donne aussi des informations sur comment résoudre le problème. Ça va vous permettre de passer directement à
une IA qui vous dit juste quelque chose s'est mal passé à quelque chose s'est mal passé, voici comment le résoudre, ou alors qu'elle va pouvoir le résoudre directement au lieu de se bloquer. Donc on peut le voir, hein, il y a un code, on sait exactement le type d'erreur, et il y a un détail sur le type de données qui nous est demandé. Pour les capacités d'introspection, j'en ai parlé, hein, mais les systèmes d'IA, ils excellent quand ils peuvent explorer par eux-mêmes ce que un agent ou un outil met à disposition. Donc c'est pour ça que GraphQL, comme j'en parlais, est très utile dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne des définitions de schémas complètes. Donc en plus que une OpenAPI nous donne des schémas, on a aussi ça via l'introspection. On sait toutes les opérations qui sont disponibles. Je donnerai un petit exemple de ça un peu plus tard. Les exemples d'entrée-sortie, donc je sais exactement ce que je dois envoyer et ce que je vais avoir en retour. Et des indices de relation entre ressources. Donc si j'ai plusieurs choses qui sont interchangeables ou qui communiquent, je serai au courant aussi. Et donc quand l'IA peut introspecter tout ça par elle-même, elle peut construire des intégrations directement beaucoup plus sophistiquées et donc peut-être appeler directement un chaînage de requêtes plutôt que les appeler une par une en fonction de vos instructions. Pour le naming consistant, bon bah là je pense que ce sera assez parlant et tout le monde qui a travaillé des API ici s'en rendra compte. Mais donc il y a deux exemples ici. Sur la gauche, on a un /getUserData, j'ai un petit reflet, donc je ne vois pas exactement, qui reprend les données et qui va expliquer ce qui se passe. Et à droite, on a la même chose, mais avec /user/user_id, une plus grande description, etc. La deuxième version de droite, c'est ce qui suit un peu les guidelines d'API REST. Donc c'est des conventions cohérentes. Encore une fois, ça permet à l'IA de prédire. Elle envoie une et elle peut prédire comment les autres vont fonctionner. Si j'ai un /members ou si j'ai un /document, je me doute que ça va être /document/document ID par exemple. Donc je vais pouvoir réduire considérablement le besoin d'instruction que j'ai besoin de donner à mon modèle avant qu'il puisse utiliser mon API. Lorsqu'on combine ces attributs prêts pour l'IA, on crée une infrastructure beaucoup plus puissante qui permet au système d'IA de travailler efficacement avec les services. Donc, regardons ça un peu en détail. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour votre stratégie d'API? Comme je disais, l'émergence de MCP, ça vous oblige un peu à repenser comment vos API vont être consommées, par qui et quoi faire avec elles. Donc, on est dans un monde qui va doucement être plus centré sur l'IA en termes de consommateurs. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui ont investi dans les API REST, qui étaient optimisés pour les développeurs humains. Mais la question c'est, est-ce que c'est un bon compromis, etc. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est préparer vos API à l'intégration de l'IA, c'est améliorer globalement la qualité, la performance de vos API. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours été advocate de belles API bien designées avec des belles specs, etc. Donc, il a fallu de l'IA pour qu'on arrive à ça, mais au moins, on y arrive. Donc, regardons les compromis. Si on reprend les 4 protocoles, on a dit, donc il y a REST, donc c'est omniprésent, bien compris, mais ça peut devenir très verbeux. Si vous avez beaucoup d'informations qui est renvoyées ou si vous voulez faire plusieurs appels, les retours d'API sont souvent très longs. GraphQL, j'ai assez fait son éloge, mais ça brille parce que l'IA peut formuler ses propres requêtes, peut faire de l'introspection, etc. Gros avantage. gRPC performance, critique quand vous faites des milliers d'appels API, et WebSocket, l'interaction en temps réel. Donc, les protocoles qui avaient historiquement du SOS, on parle de REST, pourraient ne pas être les meilleurs. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire abandonner votre infrastructure, mais plutôt la faire évoluer. Et alors, comment on va plus loin avec MCP? Nous, notre recommandation, c'est commencer petit. Un peu comme pour tout, prendre un proof of concept. L'idée, c'est pas de prendre toutes vos API et faire un projet qui va tout revamp, tout changer de protocole, changer tout sur la manière dont c'est designé, etc. Commencez avec une seule API qui a beaucoup de valeur ajoutée. Et rendez-la vraiment prête pour l'IA. Donc, si on reprend les points de tout à l'heure aussi, améliorer ses métadonnées, s'assurer qu'elles soient explicitement lisibles par la machine. Donc, ça peut être juste prendre une API existante qui n'a pas d'OpenAPI et soit générer une OpenAPI, soit la recréer. Des messages d'erreur riches. Encore une fois, on veut savoir comment résolver un problème qui pourrait se passer.
Des capacités d'introspection. Donc l'introspection, j'en ai parlé avec GraphQL, mais si vous avez un schéma OpenAPI, ça suffit pour faire de l'introspection, parce que votre modèle d'IA va pouvoir lire ça et pourra commencer à le faire. Et du naming consistant. Un simple proof of concept peut démontrer de la valeur rapidement, et après peut vous emmener sur une approche plus large et peut aussi enlever beaucoup de superficialité, ou si vous essayez de tout faire d'un coup, ce serait beaucoup de temps pour peut-être une approche plus superficielle. Un autre point, la rendre accessible. Donc là, encore une fois, ça peut être accessible en interne ou en externe. Hein. Ça ne veut pas dire rendre toutes vos API publiques. Mais nous, par exemple, on a sur Postman, on a une liste de serveurs MCP. Donc on a par exemple PayPal ou GitHub qui ont publié leurs serveurs MCP sur Postman, sur le Postman API Network. Et donc, n'importe quel développeur qui utilise Postman peut aller directement envoyer des requêtes à ces serveurs et voir comment ils fonctionnent. Donc ça, je le montrerai vite fait dans la démo après. On est large niveau temps. Un truc qu'il faut penser, c'est quand on publie ces API sur des réseaux publics, donc comme celui de Postman, vous signalez à vos partenaires que vos services sont prêts pour l'IA, que vous êtes prêts à avoir des utilisateurs externes ou internes. Donc ça devient un gros avantage concurrentiel, et ça, je pense qu'on l'a vu déjà avec les API de base, c'était même avant MCP, rendre ces API publiques et réduire le temps avant un premier appel successful, ça a toujours été une grosse valeur ajoutée, et nous, ça a toujours un truc pour lequel on a poussé les gens à s'améliorer sur le design, etc. Et enfin, tout ça, jusque-là, le talk, j'ai beaucoup parlé de comment passer du temps d'avant au temps d'aujourd'hui avec MCP et comment repenser un peu vos API existantes. Mais maintenant, pour les API qui viennent, que vous allez créer ensuite, construisez d'abord pour la consommation par l'IA. Ça va être sûrement, et bien sûr, il y a des données à récupérer de votre côté aussi pour voir quel type d'utilisateur vous avez sur vos API. Mais c'est sûrement le changement d'état d'esprit le plus important dans cette présentation. C'est vraiment, pour vos nouvelles API, commencez à les concevoir avec en tête des consommateurs IA comme cas d'utilisation principal. Donc, je vais faire une petite démo, parce que j'aime bien faire des démos. Alors, hop. Donc, il y a quelques petites choses que je voulais vous montrer. La première chose que je peux vous montrer, c'est déjà... Hop. Donc, si vous ne connaissez pas Postman, ça c'est Postman. D'ailleurs, vous voyez pas grand-chose, donc je vais changer le thème pour que ce soit un peu plus clair. Hop. Voilà, ça devrait être déjà beaucoup mieux. Donc sur Postman, on a deux catalogues, catalogue interne ou externe, où on peut exposer des choses, des API ou des serveurs MCP justement. Donc ça, c'est notre catalogue externe qui s'appelle le Postman API Network, donc vous pouvez le trouver facilement. Et donc on a deux choses qui sont assez nouvelles là sur la gauche. La première, c'est MCP Server, donc ça, c'est ce dont je vous parlais. Donc on a beaucoup de gens déjà maintenant qui ont créé des serveurs MCP et qui les mettent à disposition de développeurs directement. Et d'ailleurs, un lien à retenir, c'est getmcp.dev. Donc c'est ça qui vous emmènera directement sur ce catalogue. Si vous voulez trouver celui de GitHub, ça va être github.getmcp.dev par exemple, et ça vous envoyer directement sur leur documentation. Donc ça, c'est voilà, un petit point à connaître. Si vous voulez explorer des serveurs MCP existants et peut-être les ajouter à vos outils, par exemple, on a aussi un postman.getmcp.dev. Donc on a notre propre serveur MCP. Si vous voulez, par exemple, dans Copilot, rajouter des fonctionnalités qui vous permettent d'interagir avec vos collections Postman, avec vos API hostées sur Postman, etc., c'est possible. L'autre point intéressant, surtout si vous n'avez encore jamais vraiment joué avec MCP, on vous permet de générer vos propres serveurs. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez aller pouvoir piocher dans les API existantes sur Postman. Donc par exemple, si je viens ici, hop, j'ai un exemple normalement doc démo. Donc ça, c'est des API qui sont publiques. Donc là, pour ma démo, je vais prendre une API qui n'a pas vraiment de valeur, mais vous pouvez voir qu'on a par exemple PayPal, Alpaca, Amadeus, etc. Donc je pourrais prendre n'importe lequel de leurs API et je vais un peu faire mon shop. C'est-à-dire que là, je vais aller chercher les différentes fonctionnalités que je voudrais avoir dans mon serveur MCP. Donc il faut juste espérer que ça fonctionne, ou alors est-ce que je vais me taper l'effet démo ? Ça ne va pas marcher. Hop, voilà. Donc j'ai cette API, je vais aller pouvoir choisir, par exemple, je vais pouvoir récupérer une photo d'un chien, vérifier que l'API elle est up et elle fonctionne, et prendre des infos sur un chien. Hop. Une fois que j'ai choisi les différentes requests, les différents outils que je veux rajouter à mon serveur,
je peux générer le serveur. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça génère un fichier ou un dossier, pardon, Node, donc un projet Node.js, que je vais ensuite, moi, pouvoir lancer. Donc là, ça a été téléchargé sur mon PC. Je vais le récupérer. Normalement, j'ai un fichier. Donc c'est Postman MCP Server, hein, c'est le nom qu'il a. Donc je vais déjà le renommer, ce sera plus facile. Alors, je l'ai pas téléchargé. Ça l'est généré, mais je l'ai pas téléchargé. Donc on va l'appeler France API.zip. Hop. Et maintenant, je devrais avoir. Voilà. Donc, est-ce que c'est assez gros? Je peux zoomer encore un peu. Hop. Donc là, ça m'a téléchargé ce dossier. Là, c'est la partie la plus technique de ma démo, hein. C'est juste, j'ai téléchargé un zip, je l'ai extrait, je me suis mis dedans et maintenant, je vais lancer ce projet. Donc, je prends le fichier. Hop, j'ai oublié de me mettre dans France API. Hop. Donc, je prends ce fichier MCP Server qui a été généré et je le lance. Ou pas, apparemment. Ah. Il faut d'abord que j'installe les dépendances. Voilà. Voilà, donc j'ai mon serveur qui tourne. Et maintenant, donc ça reste en local, mais j'ai un agent pour lequel j'ai sélectionné différentes fonctionnalités. Donc là, c'était vérifier qu'il est up, récupérer les informations sur un chien donné ou récupérer une photo. Et je peux aller le tester. Donc je vais aller sur Postman, qui est un outil de test d'API, mais qui permet aussi de tester des endpoints MCP. Donc hop, je vais créer un nouveau type de requête. Donc si vous n'êtes pas au courant, petit plug aussi, mais on supporte plein de protocoles sur Postman, pas seulement REST. Donc si vous travaillez GraphQL, gRPC, WebSocket, Socket.io, etc., vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi tester des endpoints MCP, des serveurs MCP. Donc là, je vais aller chercher mon serveur qui tourne en local. Je peux me connecter. Et là, ce que vous voyez, c'est déjà l'introspection dont je vous ai parlé. Juste en me connectant, j'ai la liste des outils auxquels ce serveur a accès, auxquels cet agent a accès. Donc, je peux cliquer là, je peux voir les méthodes qui se passent, est-ce qu'il y a des arguments à passer, etc. Et l'envoyer. Et donc là, je vois que j'ai bien une réponse et il est connecté, etc. Donc, si on va un peu plus loin, comment récupérer les informations d'un chien, encore une fois, parce que ces informations, la partie introspection me donne les informations que cet outil a besoin de l'ID d'un chien. Hop, je vais juste le récupérer d'ici parce que je ne le connais pas par cœur. Hop, je le passe en paramètres. Je run et directement j'ai des informations qui reviennent du serveur. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la démo. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que en quelques clics, je peux aller choisir une liste d'outils sur des API existantes. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ces API existent déjà. Vous n'avez pas besoin de recréer la roue, vous n'avez pas besoin de réinventer quoi que ce soit. Je les package et je les mets dans un serveur MCP qui est généré automatiquement. Et ensuite, ce serveur MCP, là, il est en local, mais vous pouvez très bien le déployer quelque part. Vous pouvez l'utiliser depuis un agent externe, depuis un copilote, depuis un cloud, etc. assez facilement. Hop, je vais revenir sur ma présentation. Donc, pour finir, ce qui nous attend après ça. Donc pendant comme j'ai dit, depuis longtemps, les API ont été considérées principalement comme des implémentations techniques, quelque chose à vocation d'être utilisé par les développeurs, c'est la plomberie qui connecte différents systèmes. Mais aujourd'hui, à l'ère du MCP, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose de bien plus stratégique. C'est le point d'entrée, l'interface principale à travers lesquelles l'IA comprend et interagit avec vos outils. Donc ça va être vos capacités commerciales, etc. Donc, dans le futur, les entreprises qui domineront par l'IA ne seront pas seulement celles qui auront les modèles les plus sophistiqués, le plus gros LLM avec le plus de données, ce sera celles qui auront des API qui seront facilement appelables ou facilement exposées via MCP. Donc, pour de nombreuses organisations, comme j'ai dit, ça change le fondement de penser sur ce que vous devez développer, votre état d'esprit. On ne développe plus des API pour des développeurs, pour des humains, mais aussi pour une consommation par agent IA, donc à l'échelle de la machine, et les exigences de qualité sont différentes, et les enjeux sont plus élevés, parce qu'on va avoir une consommation exponentielle. Donc encore une fois,
pas d'IA de qualité sans API de qualité. Donc c'est ça surtout que je veux que vous reteniez. Et avant de vous laisser, je voulais juste vous rappeler que si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a mon collègue Étienne qui se cache quelque part dans la salle, tout là-bas au fond, qui a un workshop à 16h. Et donc ce sera plus une partie hands-on, donc ce sera vraiment que de la démo sur comment on peut utiliser toute la puissance des API pour vos agents IA. Puis le temps qui reste, je vous dis que si vous avez des questions, je vous proposerai d'aller directement au stand. Je vais y aller directement après le talk. Donc comme ça, on pourra se parler là-bas. J'aurai aussi mes collègues qui pourront répondre à certaines questions. Puis je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.